Allez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Acropolis. Mon nom est Fabrice Gzil. Je suis directeur adjoint de l'espace éthique Île-de-France et de l'espace national éthique et maladies neuroévolutives. Au nom de toute l'équipe, je suis heureux de déclarer ouverte notre 11e université d'été qui bénéficie cette année encore du haut patronage du président de la République. Après Aix, Lille, Montpellier, Nantes, Toulouse, Biarritz, Reims, c'est avec grand bonheur que nous revenons à Nice pour la 2e année consécutive. Et je remercie très chaleureusement Monsieur le maire de Nice, ses équipes, les représentants de la ville, de leur soutien à nos côtés. Nous avons la chance d'avoir pu organiser cet événement avec des partenaires qui sont très investis à nos côtés, la ville de Nice, le CCAS, France Alzheimer 06, France Parkinson, le groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes, l'association des aidants et malades Accord de Lévis, l'espace éthique PACA Corse avec ses deux composantes, l'espace éthique méditerranéen et l'espace éthique azuréen, le Gérontopôle Sud et le DAC C3S. Avant de donner la parole au professeur Joël Ancry, je passe le relais à Federico Palermiti, qui est responsable du programme Éthique, Territoire et Maladies neuroévolutives et qui va être l'animateur de ces deux journées. Merci Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici pour cette 2e édition à Nice des universités d'été. Je vois beaucoup de visages familiers, je suis extrêmement ravi. Je vois qu'il y a beaucoup de participants régionaux. Je pense qu'on se connaît pour certains. Lorsque j'étais en charge de l'association Alzheimer de Monaco et Madame Pastor et nous fait l'amitié d'être présente aujourd'hui dans le cadre des activités du collectif des associations de l'adresse des aidants sous l'impulsion de Pascal Ferralis ou aussi dans le cadre des actions que mène France Tutelle que j'accompagne depuis quelques années sur le pôle études. Donc ravi de revoir tous ces visages familiers. Et effectivement, ravi de se revoir après cette crise et de cette 2e étape à Nice. Alors, je serai modestement votre maître de cérémonie durant ces 2 jours. Vous l'avez pu le constater, le programme est particulièrement riche, passionnant, exaltant, palpitant. La contrepartie quand on est animateur d'un tel programme, c'est que le timing va être particulièrement serré, donc je serai intransigeant pour les intervenants, les modérateurs et les animateurs. Je ne serai pas sur la tribune, mais quand vous me verrez monter à la tribune, ce sera un mauvais signe. Il vous restera 2 minutes, donc merci de respecter ce timing qui va être serré. Je reviens sur le programme. Il va y avoir plusieurs séquences, des grands débats. On va avoir le désormais incontournable et attendu rendez-vous d'Armel Debru sur le sens des mots, des grandes conférences, des sessions plénières, des tables rondes et demain une carte blanche, sorte de billet d'humeur dont vous vous souviendrez, je pense. Alors sans oublier les ateliers d'éthique pratique. Cet après-midi, j'y reviendrai avant la pause. On a réinventé cette session-là des ateliers cette année. La parole est à vous, vous pourrez vous exprimer, vous allez travailler. Et ne venez pas me dire à la fin de la journée, on n'a pas pu s'exprimer durant ces 2 jours. Ces ateliers pratiques, c'est vraiment pour vous, pour qu'on puisse échanger et pour nourrir la réflexion et pour finir la journée en beauté. Vous aurez également des ateliers de flash de formation éthique pour vous aider dans l'implémentation des démarches éthiques dans vos institutions. Bref, plusieurs formats pour tous, petits et grands, de quoi nourrir la curiosité et la sagacité du plus grand nombre, je l'espère. En tout cas, c'est comme ça qu'on a imaginé ces universités d'été. Je voulais pointer l'importance, encore cette année, c'est une constance depuis 11 ans, lors de ces universités d'été, de la place donnée aux personnes qui sont concernées directement par ces maladies. Je me réjouis de cette large tribune qui vous est laissée à juste titre. Enfin, dernière information pratique, n'oubliez pas de visiter les stands
qui sont à l'extérieur mis à disposition. Cet espace est à vous, nos partenaires vous attendent pour échanger. Sachez aussi que la Grande Librairie nous fait le plaisir de vous proposer des ouvrages de grande qualité et plusieurs séquences, je demande à la technique de changer la slide, plusieurs sessions de dédicaces sont programmées. En voici les horaires. Prenez note, la slide n'apparaît qu'une seule fois. Donc tous nos experts vous attendent durant cette session de dédicace. Je vous souhaite une belle université d'été à toutes et à tous, que l'énergie de nos échanges et la convivialité soient l'image du bleu azur de cette belle ville, lumineux et chaleureux. Et je m'autorise, pour finir, cette petite phrase solennelle d'ouverture que j'ai toujours rêvé de prononcer. Certes, il nous manque le tapis rouge et quelques marches, mais c'est un début. Je déclare la 11e édition des universités d'été éthique et maladies neuroévolutives ouverte. Merci à tous et un grand applaudissement à l'architecte et au bâtisseur de ces 2 journées, qu'est Fabrice Gzil, et je lui repasse la parole. À tout à l'heure, et n'oubliez pas les 2 minutes quand je monterai sur scène. Merci beaucoup Federico. J'invite à rejoindre le pupitre Joël Ancry. Joël Ancry est professeur émérite de santé publique et de gériatrie à l'Université Paris-Saclay. Il est aussi président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament, conseiller médical de la directrice générale de l'ARS Île-de-France et référent scientifique de la feuille de route maladies neurodégénératives. Mais pour nous, intimement, Joël Ancry, c'est surtout un compagnon de route et un soutien très fidèle de nos travaux. Et on est très sensible qu'il nous fasse l'honneur et l'amitié de sa présence aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Fabrice. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si le maire est arrivé, mais je ne le vois pas. Donc, je salue les représentants de la ville. Je salue les présidents d'associations que j'ai pu croiser. Je salue l'ensemble des collègues qui sont là. Je salue tout le monde et ravi et honoré d'être dans cette journée et dans ces 2 jours sur l'université d'été d'éthique. Juste quand Fabrice tout à l'heure a cité les villes où était passée l'université d'été, je suis très pas content parce qu'il y en a où je n'ai jamais été, donc je pense qu'il serait bon quand même de compagnon de route peut-être, mais quelquefois on me laisse sur le bord du chemin alors. Voilà, non mais écoutez, je suis ravi, mais c'est vrai que je peux avoir quelques casquettes sur la tête, mais je voudrais aussi parler au nom du médecin que je suis, qui s'est pendant ces 3 dernières décennies s'est occupé essentiellement de patients atteints de maladies neurodégénératives dans une activité hospitalière, certes, hospitalo-universitaire même, mais c'est surtout aussi à ce nom-là. Je dirais un petit mot au nom de la feuille de route maladies neurodégénératives, la feuille de route nationale pilotée par le ministère de la Santé. Alors, moi, je suis parti du titre, je suis parti de votre titre, que dans sa première version, retrouver les chemins de la liberté. Retrouver les chemins de la liberté. Certes, vous avez modifié un peu en chemin de liberté. On pourrait discuter longuement sur le changement du titre, mais parce que je ne suis pas du tout un littéraire, mais quand j'ai vu le chemin de la liberté, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête, c'était Jean-Paul Sartre. C'était Jean-Paul Sartre, et dans son ouvrage sur les chemins de la liberté, il y a une sorte de trilogie. Il devait y avoir même, je crois, une 4e phase qui n'a pas été finie. Et la trilogie comportait l'âge de raison, le sursis et la mort dans l'âme. On pourrait dire que la problématique qui nous réunit aujourd'hui, les personnes dont on parle ont depuis longtemps atteint l'âge de raison. Et que d'une autre façon aussi, nous sommes dans le sursis, dans l'action,
qui devrait conduire au chemin de la liberté. Et peut-être aussi que nous sommes la mort dans l'âme à force d'observer cette inaction face à ce sujet depuis tant d'années. J'avais envie de dire tout à l'heure, et je l'ai dit un petit peu à Fabrice, que peut-être qu'à 30 ans, on aurait pu déjà faire un colloque sur les chemins de la liberté. Et c'est cette façon de voir que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est quelque chose qui, moi qui vieillis, m'aperçois qu'on aimerait bien que les choses avancent plus vite. Alors retrouver les chemins de la liberté, c'est bien entendu reconnaître qu'on les a perdus. Qu'atteint de maladies neurodégénératives ou tout simplement, quelquefois, être simplement âgé ou très âgé. Et a fortiori, quand on vit dans une institution, on est considéré comme non libre. J'en prends pour preuve aussi ce que la défenseure des droits nous dit quand elle est régulièrement saisie de réclamations par centaines portant sur les restrictions des droits et libertés des personnes accueillies, en particulier en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et vous savez très bien que la pandémie que nous avons vécue ces derniers temps n'a pas arrangé les choses. Tout y passe quand on regarde un petit peu ces privations de liberté, que ce soit du principe du libre choix, du consentement éclairé, du droit à l'information, du droit à une prise en charge et un accompagnement adapté, du droit à la santé, la liberté bien sûr d'aller et venir, du droit à la vie privée, à l'intimité, au maintien des liens familiaux, du droit à la propriété. Et j'arrête cette énumération parce que ça serait trop fastidieux et trop déprimant. On assiste donc finalement à une sorte de maltraitance qu'on pourrait même appeler quelquefois une forme de discrimination. Alors bien sûr, quand on dit cela, on nous renvoie toujours, et j'en sais quelque chose en tant que médecin, aux altérations cognitives de ces patients, aux troubles du comportement qui peuvent se passer et que quand on ne renvoie pas à cette image un peu médicale, c'est qu'on peut expliquer cette forme de maltraitance par des carences en matière d'effectifs et de soignants, des raisons économiques, ou tout simplement la gestion du risque. Nous protégeons la personne contre elle-même. Mais rappelons, pour moi, c'est clair que la limitation des droits et des libertés ne doivent pas être des variables d'ajustement de ces manques de moyens ou de personnel. Il faudrait même, à la limite, dans les établissements, de façon claire et systématique, connaître et faire connaître à la population ce que l'établissement, en matière de liberté, fait. Et d'en avoir une grille de lecture sur le sujet me semble très important. Je répète, mon propos n'est pas naïf en disant liberté, liberté, il y a rien d'autre. Je ne méconnais pas les troubles de ces personnes et leurs conséquences dans les activités de la vie quotidienne, dans les relations avec l'autre, tant au domicile qu'en institution. Mais quand même, j'ai envie de dire que souvent, ces fameux troubles du comportement, on nous explique que si on met ces restrictions-là, c'est bien parce qu'il y a des troubles du comportement, mais ils sont aussi quelque part un peu liés aussi en réaction à l'environnement immédiat. Donc, ce n'est pas obligatoirement toujours des troubles de comportement, j'allais dire, intrinsèques à la maladie, mais aussi comme une réaction de méconnaissance et que c'est des problèmes de prise en charge. Donc, je ne nie pas les problèmes, je ne les amoindris pas, mais pour moi, il y a quand même de revenir toujours en permanence dans la prise en charge de ces personnes, c'est cette notion d'autonomie, dans son sens premier étymologique, cette notion qui est souvent mal comprise et qu'on met très souvent comme un antonyme de dépendance alors que ce n'est pas vrai. Autonomie, c'est se gouverner soi-même, autonomos, et pour moi, c'est la voie principale des chemins de la liberté. Préserver l'autonomie d'une personne n'est-il pas un impératif pour tous les soignants, même, je le dis, si c'est plus facile à dire qu'à faire au quotidien. La société et les familles, au nom de la prévention des risques, est privatrice de liberté, quelquefois. Les exemples sont nombreux, et j'allais dire que nous, médecins, on vient vers nous souvent pour interdire. Il va falloir interdire la conduite automobile, il va falloir interdire certains achats, certains cadeaux aux petits-enfants. Vous vous rendez compte, elle a offert une montre en or à son petit-fils, certains déplacements, le choix du lieu de vie, l'intimité, etc. Donc vraiment, la question qui se pose, c'est souvent de
comment prévenir le risque et maintenir l'autonomie. Et je disais tout à l'heure, par rapport à ces personnes, on est en droit aussi on entend quelquefois, mais je reprenais un propos que je suis sûr beaucoup de confrères ou de collègues ont déjà entendu, c'est à cet âge-là, a-t-on encore le droit de décider? C'est quelque chose qu'on entend. Alors, je vous dis là, c'est un gendre par rapport à son beau-père, mais ça pourrait être plein d'autres personnes, mais avec ce côté que comment à cet âge-là on puisse encore décider. Et je ne vous dirai pas les professions des uns et des autres, parce que quelquefois c'est assez troublant. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucune restriction de droit en fonction de l'âge, et peut-être qu'il faudrait en permanence marteler cette phrase, il n'y a aucune restriction en fonction de l'âge. L'âge en soi, ça ne veut rien dire. Et puis, comme je vous disais que j'ai fait quand même quelques décennies que je suis en tant que praticien sur le sujet, et à la manière de Pérec, cette fois-ci c'est plus Sartre, je me souviens que dans les années 80, il y avait une fondation nationale de gérontologie qui avait dicté, avec, je crois, le ministère des Affaires sociales de l'époque, une charte des droits de la personne âgée dépendante. Il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres expériences. Et moi, j'ai l'impression, que l'histoire bégaye, qu'on est en permanence à refaire les choses et que les choses n'avancent pas. Je ne veux pas plomber l'ambiance de ce colloque, mais c'est vrai que j'ai un peu cette impression qu'on a plein de bonne volonté, mais qu'à un moment donné, il faut que les choses bougent un peu plus, bougent un peu plus vite. Et puis, d'autre part, il faut repenser un petit peu les choses. Les personnes âgées, en général, ne représentent pas un groupe homogène. Je me bats contre cette phrase qui est souvent entendue, et en particulier dans tous les milieux, mais politiques y compris, la personne âgée. La personne âgée, cette façon de dire, de parler des personnes âgées, en l'appelant la personne âgée, qui englobe l'individu dans le groupe, et bien, qui bien sûr n'existe pas, n'est pas un ensemble homogène, et chaque maladie aussi neurodégénératives a ses particularités et sont toutes porteuses d'enjeux humains et éthiques importants. J'ai retenu aussi une phrase, aujourd'hui je fais beaucoup de citations, de René Dubos. Alors René Dubos, c'est un grand microbiologiste français, méconnu totalement en France, mais très connu aux États-Unis, et qui disait « il faut penser globalement et agir localement ». Et j'en ai fait un peu mienne cette phrase. Il faut une vision générale, respectant un certain nombre de principes et de valeurs, et agir en tenant compte des spécificités. Pour moi, c'est un enjeu central lorsqu'on est confronté à des maladies qui restreignent le pouvoir d'agir, qui occasionnent des contraintes, qui forcent les personnes malades et leurs proches à un certain nombre de renoncements. Comment retrouver les chemins de la liberté, et ce jusqu'à la fin de vie? On va en parler, vous allez en parler longuement, il y a un projet de loi, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut qu'on ait toujours, pour moi, cette idée de la pensée globale et l'action locale pour vraiment avancer sur le sujet. Je voudrais rajouter un point, avec ma casquette de référent scientifique, est associé avec moi le professeur Paquet de l'hôpital de la Riboisière à Paris, et dire un mot que ça fait plus de 20 ans, on est un des rares pays. On a été les premiers à faire des plans nationaux sur la maladie d'Alzheimer d'abord, puis les maladies neurodégénératives. Donc ça fait le premier, date de 2000, on est en 22, vous voyez, ça fait 22 ans que sont mis en place en France, au niveau national, des plans qui ont conduit dès le début, je peux le rappeler, il faut le rappeler, et surtout peut-être de façon claire à partir de 2008-2012, puis bien sûr poursuivi par le plan maladie neurodégénérative dont je voudrais saluer son président qui est le professeur Clanet ici présent. Et ça a toujours été un grand souci d'éthique. Et ça a conduit entre autres à quelque chose que vous connaissez bien, qui est RMA,
qui s'est transformé au moment où on est passé en maladie neurodégénérative, en Eremanda. Je ne sais pas pourquoi je le dis toujours avec un petit accent du Sud, mais c'est mais c'est Eremande. Donc, vous connaissez bien, et que je voudrais là aussi féliciter tous les porteurs de ces projets qui sont ici présents et qui ont fait beaucoup pour l'éthique autour non seulement de la maladie d'Alzheimer, mais aussi autour des maladies neurodégénératives. L'éthique, elle doit imprégner toutes nos actions. Elle doit imprégner, mais elle imprègne déjà, mais il faut encore renforcer. C'est-à-dire, je reviens à ma phrase de Dubos, c'est-à-dire toujours avoir une pensée globale sur les problématiques qui nous concernent et avoir des actions locales. Alors, si je prends rapidement, je ne vais pas vous faire un résumé et la liste de tous les points positifs et négatifs qu'ont apporté ces différents plans, mais moi j'ai envie de dire que force de constater qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour ces malades souffrant de maladies neurodégénératives. Faire dans le concret et avoir les moyens de le faire. Là, je lance quasiment un appel national. Avoir les moyens, ça veut dire qu'il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, il faut qu'elle se renforce. On est un pays qui avons été les premiers à s'intéresser à ces maladies, à ces malades. Et c'est un des premiers, et on a été quelque part un peu leader, mais une sorte de phare pour l'ensemble des pays européens. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de présenter les actions françaises aux collègues européens, c'est vrai qu'on apparaît un petit peu, on apparaissait en tête. Or, les choses sont un peu moins, comment dirais-je, importantes, moins sur sur l'agenda politique, et que les moyens accordés, ils sont aussi assez relativement limités, alors qu'il nous faut, et c'est très très important, toujours dans ce souci, avec le souci d'éthique en background de ce que l'on fait, des actions publiques que l'on mène, n'oubliez pas que tous ces plans sont faits pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies. C'est pas fait pour faire plaisir au professeur machin ou au professeur truc, c'est fait pour avoir des actions qui servent la population. Et ce, depuis la prévention jusqu'à la fin de vie. Et puis en passant, je suis un universitaire, en passant aussi par le développement de la recherche. Et la recherche, c'est aussi bien travailler au niveau de la molécule. On parlait ce matin de la protéine tau, de la protéine bêta-amyloïde, mais aussi sur les sciences humaines et sociales. Et sur les sciences humaines et sociales, c'est essentiel. C'est des regards qui nous importent, et vous en faites partie ici même, puisqu'il y a ce travail qui est fait. Donc, moi, j'ai envie de lancer un message aujourd'hui, si vous me permettez, c'est qu'il faut que nous soyons quand même très unis tous, c'est-à-dire les patients, les associations, les professionnels, les pouvoirs publics, pour éviter d'avoir des petites guéguerres. Alors je connais la vie quand même, je sais que c'est pas facile toujours, il y a des enjeux, il y a des choses importantes, mais on a besoin de ça. On est face à une... Moi, il y a très longtemps, j'avais écrit un truc qui s'appelait l'épidémie silencieuse. On ne parlait même pas de Covid à l'époque. L'épidémie silencieuse. Mais il faut qu'on soit là pour pouvoir répondre à nos concitoyens qui sont atteints de ces maladies-là, qui sont graves, qui sont difficiles, pour l'ensemble des personnes, l'ensemble de leurs aidants. Et donc, pour aider au quotidien tous ces patients qui souffrent, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Joël, de cette... introduction qui plante de décor par rapport à nos échanges de ces 2 jours. J'ai vu que tu as respecté la consigne des 2 minutes quand je me levais. Je repasse le micro à Fabrice Xil qui va revenir sur la thématique de cette 2e édition niçoise des universités d'été, éthique et maladies neuroévolutives. La parole est à toi, Fabrice. Merci beaucoup.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, les maladies, les problèmes de santé auxquels nous allons nous intéresser pendant ces 2 jours, ils sont très divers. Lorsque nous les regroupons sous l'appellation de maladies neuroévolutives, nous ne voulons bien entendu en aucun cas mettre sur le même plan la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la maladie à corps de Lévy, les démences frontotemporales ou la sclérose latérale amyotrophique. Chacune de ces maladies a des particularités importantes en termes d'âge de survenue, de handicap occasionné, de conséquences concrètes sur la vie des personnes, en termes de retentissement pour l'entourage. Plus encore, toutes les personnes qui sont ou ont été concernées par ces maladies savent que chaque situation est singulière, que chaque cas est différent des autres. Ces maladies ont malgré tout quelques points communs. Elles touchent le système nerveux central, elles sont évolutives et à côté des défis scientifiques, médicaux et économiques considérables qu'elles soulèvent, elles occasionnent aussi des enjeux éthiques majeurs. Pour les professionnels du soin et de l'accompagnement, bien sûr, mais aussi pour les proches aidants, pour les bénévoles et pour les personnes malades elles-mêmes. Quelle vérité devons-nous aux personnes malades et à leurs proches ? Le plus tôt est-il toujours le mieux pour agir ? Comment préserver tout à la fois la sécurité et la liberté des personnes ? Quelle place pour les technologies dans l'accompagnement ? Comment accompagner les personnes jusqu'au terme de leur vie ? À ce propos, je voudrais rendre hommage à Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale. Emmanuel a fondé l'espace de réflexion éthique d'Île-de-France et l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives. C'est lui qui a créé le concept de ces universités d'été. Dès la première édition, il a souhaité qu'elles réunissent non seulement des professionnels de santé, des chercheurs, des professionnels du médico-social, mais aussi des proches aidants, des familles, des patients, des personnes malades. Emmanuel nous a aussi sensibilisés à un devoir fondamental qui est celui de la société tout entière vis-à-vis des personnes en situation de particulière vulnérabilité, ce qu'il appelle le devoir de non-abandon. Ce devoir de non-abandon, tout comme le respect inconditionnel de la dignité d'autrui, sont notre boussole et c'est à Emmanuel Hirsch que nous le devons. Du fait d'un événement imprévu, Emmanuel ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui, mais avec Virginie Ponel et toute l'équipe, il nous tenait à cœur de lui rendre hommage et de lui dire toute notre reconnaissance, car nous savons tout ce que nous lui devons. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand nous disons que les maladies neurologiques évolutives soulèvent des enjeux éthiques ? Peut-être c'est important de préciser que pour nous, l'éthique, c'est à la fois un questionnement et un engagement. Comme questionnement, l'éthique, elle consiste à s'interroger sur la légitimité de nos actions. Elle consiste à se poser la question « comment faire pour bien faire ?» Elle consiste aussi plus généralement à prendre du recul sur nos pratiques, nos habitudes, nos organisations pour les réinterroger et pour se demander qu'est-ce qui est au fond le sens, la visée, la valeur de ce que nous faisons. Mais l'éthique n'est pas seulement un questionnement, c'est pas seulement une réflexion, c'est aussi un engagement, une pratique. Comme engagement, l'éthique, elle consiste à agir conformément à certaines valeurs, à certains principes, pour le dire peut-être de manière plus claire. Elle consiste à essayer de préserver dans nos vies ce à quoi nous tenons, ce à quoi nous sommes profondément attachés. On le voit très vite quand une conduite ou une organisation est dépourvue d'éthique, lorsque les individus ou les groupes n'agissent que dans leur seul intérêt égoïste. Au contraire, il y a de l'éthique dans nos comportements, dans nos conduites, lorsque ceux-ci ne sont pas seulement guidés par le souci de soi, lorsqu'on peut y discerner le souci d'autre chose, le souci d'autrui, le souci des autres, le souci du bien commun, de l'intérêt général, le souci de la vérité ou de la connaissance, le souci de la justice ou de l'équité, le souci du droit à se déterminer par soi-même, le souci des liens qui nous unissent. Quelles que soient les valeurs qui nous inspirent, l'éthique est présente quand les individus et les collectivités sont animés par autre chose que le seul souci d'eux-mêmes, lorsque, outre ce souci légitime de soi, elles sont animées par le souci de quelque chose qui les dépasse. Un autre point important pour nous, c'est que, de notre point de vue, l'éthique est et doit être l'affaire de tous,
et surtout pas l'affaire de quelques experts, de quelques sages ou de quelques sachants. Pour nous, le questionnement éthique, l'engagement éthique, ce sont avant tout les professionnels, les familles, les personnes malades elles-mêmes qui en sont les porteurs. Si nous sommes d'une certaine façon des spécialistes de l'éthique, notre rôle est très modeste. Il consiste à soutenir vos questionnements et vos engagements. Il consiste à partir des préoccupations qui sont les vôtres, à cheminer à vos côtés pour essayer avec vous d'y apporter des réponses. Notre éthique n'est donc pas une éthique abstraite, théorique, éloignée des réalités du soin et de la maladie. Tout au contraire, nous la voulons, cette éthique, impliquée, engagée, et nous voulons que ce soit aussi une éthique des petites choses, une éthique du quotidien. C'est ainsi qu'il faut comprendre le titre de cette université d'été. Si nous avons choisi d'intituler, cher Joël, cette 11e université « Retrouver des chemins de liberté », c'est parce que la liberté est doublement un enjeu des maladies neuroévolutives. D'une part, vous le savez, ces maladies occasionnent des entraves, des empêchements, des contraintes. Au fur et à mesure de l'évolution, elles entraînent une perte de contrôle, une perte de maîtrise sur son corps, sur son environnement. Elles entraînent ce qu'on appelle parfois des incapacités. Elles obligent les personnes et leurs proches à un certain nombre d'adaptations et parfois de renoncements. Mais à ces limitations de liberté occasionnées par la maladie s'ajoutent ou se surajoutent souvent des restrictions de liberté imposées par la société, par l'inadaptation de l'environnement, par l'impréparation des organisations, par des attitudes excessivement protectrices, par une dévaluation de la parole des malades, par exemple sous prétexte que la personne est malade, on ne l'écoute plus, on ne la consulte plus, on décide pour elle, on parle à sa place, et vous savez à quel point ça a été vrai notamment pendant la pandémie. Dire qu'il s'agit de retrouver des chemins de liberté, c'est affirmer qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les incapacités provoquées par ces maladies entraînent des restrictions d'activité ou de participation sociale. Qu'il n'y a pas de fatalité à ce que ces incapacités conduisent à une forme de sous-citoyenneté, à une présomption d'incompétence, à une invalidation de la parole des personnes, voire à une déconsidération des personnes elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de revenir à Nice cette année, car l'Espace national éthique et maladies neuroévolutives, en partenariat avec la ville, les associations, et tout particulièrement, chère Liliane, France Alzheimer 06, nous portons un ambitieux projet pour rendre la ville de Nice plus sensibilisée, plus accueillante, plus solidaire vis-à-vis des personnes qui vivent avec une maladie neuroévolutive. Ce projet, dont le lancement a été reporté du fait de la pandémie, est aujourd'hui sur le point de démarrer, avec le soutien de Monsieur le maire et grâce à l'engagement de tout le système, l'écosystème niçois, les associations, mais aussi, nous l'espérons, les transports, les commerçants volontaires, la police municipale et nationale, et bien entendu les acteurs du monde de la santé. Ce projet, dont Federico Palermiti vous reparlera demain, vise à faire en sorte que, demain, vivre avec une maladie neuroévolutive ou accompagner un proche atteint de ces maladies n'oblige plus à une forme de confinement ou d'exclusion. Si, au-delà des acteurs de la santé et du médico-social, les commerçants, les agents des transports, les forces de sécurité, les agents des services publics savent quelle conduite adopter face à une personne désorientée, si elles savent comment la soutenir pour qu'en dépit de son handicap, elle puisse continuer à se sentir à l'aise et en sécurité dans sa ville, dans son quartier et dans l'ensemble de sa vie civile, alors nous aurons concrètement tracé un chemin vers plus de liberté concrète, vers plus de liberté réelle, sans nier les difficultés de ces maladies ni leur caractère évolutif. En un mot, vous l'aurez compris, pour nous, la liberté ne s'oppose en aucun cas à la solidarité. Nous considérons qu'une société s'honore du soin, de la sollicitude, qu'elle témoigne à l'égard de ceux qui sont temporairement ou durablement dans une situation de vulnérabilité. Vous l'aurez compris aussi, que vous soyez vous-même porteuse ou porteur d'une maladie neurocognitive, que vous soyez un proche, que vous soyez un professionnel du milieu de la santé, un élu, un chercheur, un bénévole, cette université d'été est la vôtre. C'est
comme ça qu'on l'a conçu. Le questionnement et l'engagement éthique que nous cherchons à soutenir, ce sont d'abord les vôtres. Et avec Virginie Ponel et toute l'équipe, nous espérons que ces 2 jours constitueront pour vous un ressourcement, que vous ressortirez de ces 2 jours rassérénés, revigorés, et que nous serons tous collectivement mieux armés pour faire face aux épreuves que ces maladies occasionnent. Je vous remercie. Et c'est avec beaucoup de plaisir, d'honneur et d'émotion que nous donnons la parole à Christian Estrosi, maire de Nice, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans sa ville. Eh bien, cher professeur Gise, qui est le directeur adjoint de l'espace de réflexion éthique en région Île-de-France, espace national de réflexion éthique sur les maladies neuro-évolutives, cher professeur Joël Ancry, qui est professeur émérite des universités en gériatrie et en santé publique et le référent scientifique de la feuille de route maladies neurodégénératives, chère Liliane Imbert, merci pour votre engagement en votre qualité de présidente de la FA 06 et j'ai beaucoup de bonheur à accueillir Catherine Pastor, présidente d'association monégasque des maladies d'Alzheimer en compagnie de Pascal Ferralis, ma conseillère municipale, chargée de l'accompagnement des aidants, de ceux qui sont confrontés aux problèmes de grande dépendance et naturellement de l'ensemble de nos concitoyens qui aujourd'hui sont concernés par le fait qu'ils sont quelquefois les oubliés, ceux qui sont laissés de côté parce qu'on n'a pas été capable, à l'écoute d'une famille, à l'écoute d'un médecin, à l'écoute d'une association, à l'écoute d'un accompagnant, de bien identifier la manière dont la collectivité doit pleinement jouer son rôle. Et quand je parle de la collectivité, c'est depuis le sommet de la pyramide, naturellement, l'État, jusqu'au plus petit village de nos campagnes et de nos territoires. Et donc, à cet égard, je vous remercie d'avoir choisi Nice pour la 2e année consécutive et de nous accorder votre confiance pour que nous puissions profiter à la fois de ces débats avec toutes les personnalités qui, pendant ces 2 journées, vont nous apporter leur contribution et que ce soit vers nous que se tournent tous les regards pour tant de réponses que beaucoup attendent dans notre pays et sans doute au-delà de nos frontières, puisque naturellement, on est aussi dans un monde de partage où, avec ceux qui, ailleurs, partagent les mêmes sentiments ou de frustration, ou d'ambition, ou de passion pour apporter des réponses dans tous les sujets que vous venez d'évoquer, l'éthique n'étant pas le dernier, sachant que quand on parle d'éthique, c'est toujours un sujet où il faut le regarder à la fois avec rigueur, mais aussi avec prudence, parce qu'il y a plusieurs conceptions de l'éthique. Il suffit de regarder la scène internationale pour comprendre que les principes d'éthique ne sont pas forcément les mêmes selon les régimes. Et que nous avons la chance de vivre dans une grande démocratie où cette volonté de transparence d'éthique et d'éthique adaptée à chaque situation, en se mettant aussi à la place de chacun, en sachant que chaque individu est une personnalité à part entière, et que l'éthique peut se concevoir différemment selon la personnalité de chacun. C'est aussi cela qui fait que l'éthique doit avoir cette dimension humaine forte, où on doit toujours se mettre à la place de l'autre pour essayer de l'appliquer dans les conditions la plus juste, la plus équilibrée et la plus équitable. Alors l'actualité la plus récente, mesdames et messieurs, constitue une nouvelle illustration de l'utilité sociale de vos travaux et de la difficulté d'apporter des réponses aux questions existentielles que nous pose la maladie dans ce qu'elle a de plus injuste et de plus difficile à vivre. Le président de la République l'a annoncé,
la question de la fin de vie, notamment, ce débat de société qui touche à l'intime, à notre rapport à la souffrance, ce débat qui a l'exigence d'être partagé en matière de dignité humaine, fera l'objet d'une convention citoyenne dans notre pays. Et selon les conclusions qui seront rendues au chef de l'État, une évolution législative pourrait voir le jour fin 2023 afin de compléter la loi Claeys-Leonetti. Le Comité consultatif national d'éthique a d'ores et déjà évoqué cette possibilité dans son dernier avis, aux côtés des familles et de l'ensemble de nos concitoyens. Les professionnels de santé que vous êtes pour beaucoup d'entre vous auront bien évidemment un rôle essentiel à jouer dans ce moment fort de notre conversation civique. Voilà pourquoi cette université d'été des maladies neuroévolutives est si importante. Nice l'accueille pour cette deuxième année et je vous remercie vraiment de la constance de votre choix pour notre ville. Avec votre présence, ce sont donc près de 500 participants qui concourent en même temps au rayonnement de Nice, à sa dimension scientifique aussi, dans tant de domaines, et témoignent de l'attractivité de notre territoire dans l'accueil d'événements scientifiques de grande qualité. Cette manifestation se tient au lendemain de la Journée mondiale Alzheimer, à laquelle ici nous portons une attention toute particulière. Et en l'absence de traitement curatif, c'est en effet aux collectivités qu'incombe l'accompagnement social des malades et de leurs proches. Au-delà de nos établissements dédiés à l'accueil de celles et ceux qui sont en situation de perte d'autonomie, c'est tout un aménagement de la ville, et vous l'avez évoqué, où chacun doit jouer parfaitement sa partition, qui guide au quotidien notre action au service de ces publics. En agissant en faveur de la sécurité des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, grâce aux technologies à même de faciliter leur mobilité et leur orientation dans la rue ou au sein de nos transports publics, en nous mobilisant pour assurer leur inclusion par le sport, par la culture, à l'instar des visites dédiées de nos musées avec des médiatrices formées à la maladie Alzheimer. Sous l'impulsion de la ville, cette politique d'inclusion s'appuie sur des partenaires associatifs, universitaires, entrepreneuriaux, et au-delà des aidants que nous accompagnons aux côtés de France Alzheimer, nous avons élargi notre effort de formation à d'autres publics. Je pense notamment aux commerçants du quartier de la Libération, qui est un des quartiers les plus commerçants, et qui ont décidé, eux aussi, de s'impliquer totalement au-delà de leur activité professionnelle. Alors, mesdames et messieurs, retrouver les chemins de la liberté. C'est le thème que vous avez choisi aussi pour cette édition au-delà de l'éthique. Il fait écho à ce contexte si particulier que nous avons vécu ces dernières années, lorsque nous étions contraints de renoncer à une part de nos libertés au nom de notre responsabilité collective de protéger la santé des autres. Je vois dans la manière dont nous avons surmonté cette crise, grâce au comportement exemplaire de la quasi-totalité de nos compatriotes, une manifestation de la vitalité de notre contrat social, qui fait découler de la citoyenneté autant de devoirs que de droits. La liberté des malades atteints d'Alzheimer, de Parkinson, de la sclérose en plaques, entre autres, et vous avez énuméré bien d'autres maladies il y a quelques instants de cela, nous pouvons la garantir grâce à une éthique de proximité et du quotidien. Et je crois que lorsque je parlais de personnalisation de l'éthique, cette dimension de la proximité et du quotidien est sans doute ce qui doit l'emporter le plus dans nos réflexions. C'est donc ce que nous nous efforçons de mettre en œuvre ici, en partenariat avec des acteurs de référence, comme l'Espace national éthique et maladies neuroévolutives. Ensemble, nous travaillons depuis 4 ans à améliorer la vie quotidienne des malades et de leurs aidants, pour leur permettre de continuer à vivre dans leur quartier, dans leur ville, le plus souvent possible, dans leur domicile, le plus tard possible. Et au-delà de ce que nous avons déjà engagé, je souhaite aujourd'hui que nous puissions aller
plus loin dans l'inclusion de ces personnes et de leurs proches au travers d'actions très concrètes. En généralisant notre effort de formation à l'accueil des personnes atteintes de troubles cognitifs auprès de l'ensemble des commerçants de notre territoire, en approfondissant notre collaboration avec la régie de nos transports, en organisant des opérations de sensibilisation des notaires afin de renforcer notre lutte contre la maltraitance financière, les abus de faiblesse de toutes sortes. Dans les prochains mois, l'Espace national éthique et maladies neuroévolutives mènera par ailleurs une évaluation de l'ensemble de notre action qui sera ouverte à l'ensemble des Niçois. J'invite chacun à y contribuer afin que nous puissions, si nécessaire, adapter nos dispositifs. Et parce qu'une civilisation se mesure, au fond, à l'attention que nous avons pour les plus faibles d'entre nous et à la solidarité qui en découle, ce devoir préserver la dignité, la liberté, la santé de nos malades constitue une tâche sans cesse recommencée. Voilà, soyez assurés tout simplement, mesdames et messieurs, que pour le maire que je suis, tout cela ne peut se concevoir sans l'expertise des professionnels de santé que vous êtes, qui nous guident au quotidien et que je suis heureux d'accueillir ce matin. Et au-delà de cela, de toutes ces personnes, dont certaines sont parmi vous tout au long de ces journées, trop souvent ignorées et qui ne cherchent surtout pas à être dans la lumière d'ailleurs, qui, avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de dons pour l'autre, essaie de s'engager en aidant, en bénévole, dans un milieu associatif dont je me réjouis de voir qu'il est de plus en plus dense, de plus en plus divers, de plus en plus adapté à l'évolution des situations. Et c'est aussi à toutes celles-là et à tout cela que je voudrais rendre hommage en achevant ce propos, et qui doivent être au cœur de nos débats au cours de ces 2 journées. Merci encore du fond du cœur d'avoir choisi Nice, en tout cas pour que nous nourrissions ensemble de nouvelles espérances pour celles et tous ceux qui sont en droit d'attendre de notre part, d'avoir le courage de prendre des initiatives, de faire en sorte que tout ce que vous traitez au quotidien, et qui, bien souvent, lorsqu'il faut faire des arbitrages au plus haut niveau, sont des variables d'ajustement, doivent être au contraire au cœur des priorités d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que la force de ces 2 journées nous aidera sans doute toutes et tous à mieux nous faire entendre pour que nous dépassions tout cela pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je pense que tout le monde ici a vu comment, dans les années passées, l'importance d'un portage politique de ces sujets importants, à la fois au niveau national et au niveau local. Et je pense que quand il y a eu des plans Alzheimer ambitieux, notamment, qui étaient portés au plus haut niveau, ça a changé les choses. Et on a besoin aussi de ce portage local. Et des actions qu'on engage avec vous et avec les associations sont vraiment très importantes à nos yeux. Merci encore.